proposé l'apprentissage mixte, hein, en bon français, le blending learning. Alors, moi, je trouve que c'est une excellente idée. Alors, peut-être l'idée, c'est pas de donner un cours sur le blending learning, là, c'est pas ça, mais peut-être en deux mots, là, qu'est-ce que ça mange en hiver, l'apprentissage mixte, là? Comment toi, tu le vois, en tout cas? Oui, puis en fait, puis tu mentionnes, tu l'as mentionné, maintenant, dans le cadre des fonctions RH, il faut faire preuve de créativité, il faut faire preuve amener des nouvelles façons de faire. Et puis c'est sûr que trempant dans une industrie créative qu'est le jeu vidéo, on essaie toujours d'arrimer un peu nos activités à la réalité de nos employés. Euh, la formation mixte ou le blended learning, comme on l'appelle, en fait, c'est d'arrimer, c'est de jumeler différents types de formations, différents types d'apprentissage dans le temps sur des programmes qui vont répondre, en fait, le plus possible au type d'apprenant. Bon, on le sait, on a tous des types d'apprentissage, on a tous des niveaux de compétences qui peuvent varier quand on aborde une formation ou quand on commence une formation. Donc, c'est d'essayer de voir comment notre activité, comment on peut designer notre activité de formation pour que chacun puisse y trouver son compte et se développer là-dedans à travers différentes mécaniques, différentes techniques, différentes méthodologies. Ben, je trouve ça super intéressant que tu prennes sous cet angle-là, parce que c'est vrai que l'apprentissage mixte, on le voit souvent sous l'angle la formation en présentiel versus, on l'oppose à la formation en ligne. Mais je suis assez d'accord que c'est plus large que ça. Là. On peut être plus créatif que uniquement varier entre ce qu'on appelle la formation en rotation. Hein, des fois qu'on fait ça, du présentiel, du en ligne, du présentiel, du en ligne. Avant, on était essentiellement en présentiel. La pandémie nous a emmenés à du tout en ligne à un moment donné. Mais maintenant, bon, on est en mode hybride aussi. Donc, il y a aussi ça qui sûrement nous amène aussi à regarder, à avoir peut-être d'autres formats d'apprentissage. Effectivement, puis tu le mentionnes bien. Puis ces deux formats-là, typiquement, répondent à deux besoins, puis vont plaire à une certaine clientèle ou l'autre. Il y en a qui vont avoir besoin du dynamisme du présentiel, du challenge des coéquipiers dans l'activité. Puis il y a des activités qui sont de formation qui sont propices à ça, puis qu'il faut miser là-dessus, tandis que d'autres vont avoir plus une prépondérance à regarder plus l'aspect technico-analytique ou de faire la formation en ligne le matin très tôt en prenant leur café parce que c'est là qu'ils sont le plus prédisposés à assimiler les notions et tout ça. Donc, c'est de prendre ça, de brasser ça, puis de dire ben, comment on amène chacune des activités dans un programme complet où chacun peut en bénéficier, puis faire bénéficier l'autre aussi des apprentissages. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va suivre des capsules de formation en ligne, mais s'ils entendent des collègues parler de tel contenu ou d'amener des sujets de discussion qu'ils ont vus là, ben, pour moi, ça fait partie aussi des mécaniques du blended learning, puis c'est de l'échange entre pairs qui est tout aussi riche qu'une formation à proprement dite. Et est-ce que tu as un exemple là, de projet, allons-y dans le concret, là, un exemple de projet là, d'apprentissage mixte, là, on le définit, etc. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, des fois, c'est plus facile d'avoir un exemple précis là, de projet. Oui, tout à fait. On a fait, à la demande de nos gens, de nos employés, on a monté un programme sur comment être plus à l'aise à présenter devant un groupe, que ce soit en présentiel ou en virtuel. Pour les besoins d'exercice, on s'est basé plus sur le virtuel, donc les présentations via Zoom, via Teams et tout ça. Donc, le programme, on l'a basé sur 3 semaines et on a été chercher du contenu en ligne. Euh, on a une grosse bibliothèque, donc on a des gens, bon, on a une grosse infrastructure derrière nous qui fait qu'on a pu aller chercher du contenu qui était quand même assez efficace et court. On ne voulait pas des 30 heures de cours ou des 30 heures de formation en ligne. Donc, d'aller chercher ça et à la fin de dire aux gens, ben, pendant ces 3 semaines-là, vous allez monter une présentation
À mi-parcours, on va faire un test où vous allez entre vous vous présenter, vous améliorer. Vous allez avoir de la formation en ligne sur différents sujets pour ce que vous voulez améliorer à travers ce parcours-là ou ce que vous voulez travailler spécifiquement. Puis, on va faire des groupes plénières une fois par semaine pour discuter de bonnes pratiques ou dans vos apprentissages, qu'est-ce que vous avez vu qui est intéressant puis que vous voulez partager aux autres. Donc, on estimait le programme à peu près entre 5 et 8 heures par semaine d'investissement en temps. Et à partir de là, c'est l'apprenant qui doit lui dire, ben, nous, on a les objectifs du programme, voici ce que nous, on s'engage à livrer. Maintenant, toi, c'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux apprendre? Qu'est-ce que tu veux tirer de ça? C'est quoi excusez-moi l'expression, le commitment que tu es prêt à faire pour arriver à tes fins 3 semaines plus tard? Donc, ça, c'est un exemple de programme. Mais j'aime bien que tu abordes cette notion d'engagement parce que ça prend, nous on le voit lors de différents projets, là, lorsqu'il y a un travail qui a été fait sur l'engagement, avec l'implication d'ailleurs de la haute direction, des services des ressources humaines, etc., eh ben, c'est là qu'on a du succès, hein, que le taux de participation à ces différentes activités pédagogiques, elle est bonne parce que c'est pas tout de monter des programmes, mais il faut que les gens, faut qu'ils jouent le jeu là-dessus. Exactement. L'avantage dans ma réalité, c'est que les programmes qu'on monte, c'est à la demande de nos employés. Donc, on fait toujours un exercice de recensement des besoins de formation à chaque année. Fait qu'on voit qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce que les gens veulent. Nos formations, nos programmes sont toujours sur base volontaire. Donc, on ne force personne à passer à travers des programmes. Ça aussi, je veux dire, c'est la base. Quand tu rentres dans une démarche de formation, pour que tu veuilles améliorer les choses, il faut que tu veuilles embarquer là. Et en ayant cette méthodologie-là de dire, ben, ça va prendre 5 à 7 heures d'investissement par semaine. Maintenant, c'est à toi de gérer ton temps puis gérer ton agenda pour t'assurer que tu vas arriver aux fins ou à ce que tu veux améliorer et tout ça. En ayant des mécanismes aussi de discussion à travers tout ça, les gens voient où les gens sont rendus, tout ça, puis un peu, pas la pression des pairs, mais de dire, ah, OK, lui, il a fait 2 capsules, moi, j'en ai pas fait encore, lui, il est rendu là. Donc, ça ajoute un peu cette dynamique-là de dire, OK, ben là, on est un groupe de 15, puis il y en a 50 là-dedans qui avancent sérieusement. C'est faut que je mette l'épaule à la roue aussi pour arriver au même résultat au final. Oui, non, tout à fait. Puis c'est intéressant ce que tu dis sur les. Nous, c'est clair que maintenant, c'est une approche qu'on a adoptée, l'apprentissage mixte pour nos programmes, mais ça reste qu'on n'est pas dogmatique. C'est-à-dire que sur les contenus, oui, on sait des fois ce qu'il faut pour être capable de développer certaines compétences, mais après, sur la manière de le faire, ben, on va des fois s'adapter, hein. On va s'adapter au niveau de l'agenda, des rôles et responsabilités de chacun, de quel endroit il travaille, etc., pour être capable des fois de choisir, est-ce qu'on y va sur de la formation asynchrone, est-ce qu'on y va sur du synchrone, est-ce qu'on y va sur du présentiel, est-ce qu'on y va sur du en ligne, est-ce qu'on y va davantage sur de la facilitation, etc. Donc, je pense que c'est ça aussi la beauté de l'apprentissage mixte, c'est que le contenu, on peut être capable de passer notre contenu et se trouver la meilleure manière pour être capable de faire en sorte qu'il y ait ce transfert-là qui soit fait. Effectivement, tu as tout à fait raison, Laurent. C'est sûr que pour qui tu bâtis le programme, donc qui est ton auditoire cible et en grosse partie joue un rôle dans les activités que tu vas déployer dans le cadre de ton programme, de ton design, ça c'est sûr. Je parle beaucoup avec les gestionnaires aussi ou avec ce que nous, on nous appelle les experts métiers quand on bâtit ce genre de programme-là pour voir si mon design ou les méthodologies que je veux mettre en place sont susceptibles de répondre aux besoins que mes équipes de production ont. Au final, on fait ça pour eux. Donc, il faut valider que tes activités que tu mets en place, que tu déploies, vont répondre aux besoins sur place. Et en fonction du temps que tu as pour travailler avec ces équipes-là, des auditoires, quand tu développes avec un programme avec des gestionnaires, ce qu'on a fait dernièrement, toi et moi, là, Laurent, donc
Les gestionnaires, c'est les gens qui ont moins de temps généralement dans une organisation, donc ils sont très sollicités. Donc, il faut que tu maximises tes activités, il faut que tu maximises tes interventions de formation. Puis tu dis, OK, ben là, on a 2 heures. Comme, Commettez-vous sur ces 2 heures-là. On vous veut pleinement présent, puis on va maximiser ce temps-là. Et souvent, dans le cas de notre réalité, ben, nous, c'est du présentiel, 15 gestionnaires dans une salle, on discute de sujets parfois difficiles, puis c'est ce qui répond le mieux. Donc, c'est d'amalgamer ça, puis de composer avec toutes ces réalités-là. Oui. Et c'est ça, parce que tu fais référence à un programme sur lequel on a travaillé ensemble, là, mais je trouvais ça intéressant, puis c'est souvent la mécanique qu'on utilise, c'est qu'on va commencer par de l'asynchrone avec du e-learning, des lectures, etc., là, vraiment de la formation autoportante, sauf qu'on met la table. On met la table, on donne des outils, mais souvent, par exemple, cette formation qu'on a donnée après en salle, c'était pas tant des outils, mais c'était davantage des échanges. On regarde de manière pratico-pratique là, comment on peut mettre tout ça en place. Et puis moi, en plus, ce qui est bien, c'est que ça sert aussi, on va se le dire, un peu à la mobilisation d'équipe. Là. On le voit dans les échanges. Les gens sont contents de se retrouver aussi, puis de pouvoir échanger, là, que ce soit idéalement en présentiel, mais même en ligne, ils sont contents des fois d'être capables d'échanger sur leur réalité. Effectivement, puis dans ce genre d'exercice-là aussi, ce qui est bien, qui est peut-être pas propre à chaque exercice, mais c'est aussi d'amalgamer puis de mélanger les seniorités aussi dans les sujets, ce qui fait que des plus juniors peuvent partager leur expérience ou leurs craintes. Il y a des seniors qui sont là pour les écouter, des fois des gestionnaires, donc qui amènent aussi une autre dynamique au niveau des échanges puis des conversations. Mais la préparation est importante. Dans le programme qu'on a développé, bien, on a laissé 1 mois aux gens, même concept. On a ciblé des formations en ligne efficaces, percutantes, des 30 minutes, des 40 minutes. On en avait 5 sur différents sujets. Après ça, que le participant les suive ou les suive pas. Moi, je ne suis pas là pour jouer à la police puis suivre, OK, ben qui a fait quoi et tout ça. Donc, tu arrives préparé aux exercices, aux formations plus pratiques. Puis à ce moment-là, ben, c'est toi qui juges le niveau de préparation dont tu as besoin. Ouais, j'aime bien cette approche-là parce qu'on part de cette approche de l'andragogie que l'adulte, là, il doit être responsable de son apprentissage. C'est que, tu sais, la manière dont le programme que tu as monté sur les conversations difficiles, c'était vraiment, on le voyait bien que c'était, on vous met à disposition, c'est semi-guidé en fait. Hein. C'est qu'on vous donne des ressources et même lorsqu'on a fait la préparation des ateliers en présentiel, c'était ça, c'était on va faire que les apprenants, ces gestionnaires-là, soient impliqués dans leur propre apprentissage aussi. Là. On n'a pas le choix. Je pense que les gens, il faut qu'ils s'impliquent, il faut qu'ils prennent ça en charge parce que si on impose ou on force des activités de formation, souvent, on n'a pas les résultats requis. Puis les gens vont le faire à la vite parce qu'ils doivent le faire, puis ils ne s'investiront pas dans la démarche. Tandis que quand tu rends le optionnel, puis que tu vois un peu le plus-value qui vont ressortir de ça, ben là, ils embarquent en disant, OK, ben, il y a des aspects, surtout dans la formation mixte, où ben, il y a des aspects qui vont correspondre à ce que je vais aller chercher, à ce que j'ai besoin. Il y a d'autres aspects qui correspondront moins, puis c'est pas grave si je ne fais pas des apprentissages en ligne, parce que je vais aller chercher ce qui va répondre à mon besoin dans des rencontres de groupe ou on a des communautés de partage, nous, ici, où les gens, après ça, vont prendre ces sujets-là puis vont les amener avec des exemples concrets qu'ils vivent dans leur réalité, dans leurs équipes. Donc, ça, c'est bon pour la pérennité aussi de ces programmes-là, de dire, ben, écoute, il faut les faire évoluer dans le temps aussi, puis voir où ils évoluent. Puis des fois, ben, lors du design initial, ben, tu dis, OK, ben là, il faut une phase 2, il faut une phase 3, puis les bâtir, mais toujours sur le même modèle, donc flexible et qui répondent aux besoins de nos gens. Oui, puis dans l'apprentissage mixte, là, comme dis-moi ce que tu en penses, mais
sais, des fois, on peut le réfléchir, là, justement, en termes de conception, etc., de son côté. On peut impliquer des gestionnaires, etc. Mais nous, sur des gros programmes, là, où on va impliquer là, plusieurs centaines ou milliers de personnes, des fois, là, c'est pas rare qu'il faut adapter ça. Hein. C'est pas rare qu'il faut adapter en termes en termes de plateforme qu'on utilise, de durée des interventions, etc., etc. Et je trouve que faut toujours être alerte au niveau de l'expérience apprenant là-dessus pour voir est-ce que l'expérience a été optimale, est-ce que ça rentre bien aussi par rapport aux agendas de chacun là-dessus là. Donc c'est juste un petit aparté. Je viens d'ouvrir pour ceux qui assistent là, n'hésitez pas à poser vos questions. Je viens d'ouvrir la fonctionnalité de chat, donc n'hésitez pas là, Jean-François et ouais, on est là pour y répondre. Et d'ailleurs, moi, j'avais une petite question juste en attendant qui était la suivante, là, un petit sondage. Là, on vient un peu de décrire un peu l'apprentissage mixte. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez dans votre organisation? Alors, simplement, à savoir, et puis n'hésitez pas à donner plus d'éléments, plus de détails dans le chat aussi. Là, c'est toujours c'est une causerie. On est tous les deux, là, Jean-François et moi, là, mais on n'est pas que tous les deux. Hein, donc si vous voulez partager vos propres expériences, là, n'hésitez pas. À date, là, ce que je vois, là, c'est que c'est assez 50-50 hein, des personnes qui sont présentes. Là, c'est assez partagé. Ce n'est pas tout le monde qui utilise cette approche-là là, d'apprentissage. Là. Alors, il y a une question de Philippe d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'il y a des techniques pédagogiques qui se prêtent mieux à l'apprentissage mixte là-dessus? Est-ce qu'il y a des techniques pédagogiques bah, en fait, peut-être je peux le laisser aller si tu veux, Jean-François. Là. C'est une bonne question. Alors, je dirais, là, je vais avoir la réponse généraliste, mais ça dépend toujours de ton objectif. Donc, qu'est-ce que tu veux transmettre, puis ça va toujours dépendre de ton auditoire. Si ton objectif est plus technique, tu as un auditoire plus technique, alors peut-être que tu dois avoir de retrancher devant une formation plus conventionnelle avec des exercices. Donc, ça va être une possibilité. Si, par contre, c'est un sujet plus soft, ce qu'on appelle les soft skills, donc le développement de compétences et tout ça, peut-être qu'il va falloir que tu multiplies tes approches pédagogiques, puis c'est de comment aussi savoir réinventer ou comment amener un peu de la créativité dans ces activités-là. Donc, malheureusement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça dépend vraiment du but que tu recherches. Je trouve ça excellent parce qu'en formation, on revient toujours là-dessus. Nos piliers, c'est les objectifs pédagogiques. Donc, c'est vrai. Puis j'adore, puis l'objectif pédagogique, effectivement, ça peut être technique, compétences comportementales, mais ça peut être aussi là-dedans, ça peut être de la connaissance à acquérir ou ça peut être de la conscientisation. Nous, des fois, sur certaines choses, on fait simplement des conférences en grand groupe aussi. Là. On veut conscientiser, on va aller sur de 1 heure, puis ça va être intéressant. Sur les. J'ai bien aimé ton effet d'être capable d'être créatif et de surprendre l'apprenant. Parce que je trouve qu'en fait, si on a même, des fois, le danger, c'est d'avoir la formule gagnante. Hein, et puis qu'on répète, mettons, de compétence en compétence qu'on veut développer, ben, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il peut y avoir une certaine lassitude par rapport à ça. Là. Il y a une question de Sophie qui est quelles sont les tendances émergentes en matière d'apprentissage mix, technologie ou autre. Là, donc, alors, les tendances, là, moi, je fais toujours attention aux tendances, mais la question est bonne. Merci, Sophie. Là, regardons ça ensemble. En fait, je dirais, puis Laurent l'a mentionné en début de causerie, c'est sûr qu'au cours des dernières années, avec la pandémie et tout, on a eu un gros déploiement de plateformes technologiques sur l'apprentissage en ligne.
les Zooms où tu as des tableaux blancs, ou que tu peux des miros ou vraiment des outils qui ont été mis en place. Et il y en a qui correspondent à ton style en tant que facilitateur, en tant qu'animateur d'activités de formation, et il y en a qui répondent moins. Une tendance émergente que je dirais, puis moi aussi, j'ai un peu, le mot tendance est toujours un peu, un peu, un peu délicat parce que les tendances pour moi ne sont peut-être pas les mêmes pour vous et tout ça. Mais on tente de revenir vers aussi des formations, des activités plus en présentiel. Je pense que ça a manqué aux gens de ne pas avoir ces activités-là pendant cette période-là. Donc, mais c'est de voir comment tu dynamises ces retours en salle-là. Pas des formations pas trop longues, des formations courtes, avoir un moitié-moitié. En termes de plateforme, il y en a plusieurs. Encore une fois, j'ai la chance d'avoir un bon système LMS appuyé par des contenus pertinents comme des Udemy, des O'Reilly et tout ça. Donc, il y en a plusieurs. Puis encore une fois, ça va revenir à dire quel est exactement le besoin, puis qu'est-ce que tu vas aller chercher en mode de formation plus créative. Souvent, on ouvre un Miro board, puis on travaille là-dedans à 20, puis dans des sessions de brainstorm ou peu importe. Donc, c'est d'aller chercher des outils, de ne pas avoir peur d'essayer aussi, puis d'aller chercher les mieux qui correspondent à ce qu'on veut, parce que maintenant, il y en a plein. Il y en a une multitude. Ouais, puis je suis assez d'accord avec toi. Finalement, on est beaucoup d'accord ensemble, là. Je suis désolé, là, mais pour le coup, moi, il y a souvent la question de l'outil. Moi, je trouve que des fois, la question de l'outil, oui, c'est important de choisir l'outil qui correspond, mais c'est surtout l'utilisation qu'on en fait. Et puis, est-ce que ça correspond à un vrai besoin? Moi, je vois beaucoup des fois de solutions qui sont développées. Et on en a essayé, hein, nous, des solutions comme ça, où on se dit, l'apprenant, ils vont collaborer ensemble, etc. Après et des fois, c'est beaucoup de bonnes intentions qu'on a. Mais en réalité, là, c'est difficile d'aller embarquer le monde où ça dure certaines solutions, même de l'édification. Hein, la gamification était une grande tendance, reste une tendance toujours émergente. Mais des fois, je me dis que des fois, c'est le moins fonctionne le mieux. Par exemple, une tendance qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est le micro-learning. Alors, nous c'est ce qu'on fait en renforcement d'activités pédagogiques ou pour initier des réflexions là-dessus. Alors, le micro-learning, souvent, c'est quelque chose qui en ce moment, en tout cas, une grosse tendance et qui répond à un certain besoin. Moi, j'avais une question d'ailleurs à vous poser parce que là-dessus, et que je poserai également à Jean-François, là, mais là, on se dit, c'est super, etc., l'apprentissage mixte, mais pour être réaliste, là, quels sont les obstacles auxquels on peut être confronté lorsqu'on veut lancer comme ça là, de l'apprentissage mixte comme ça là. Attendez, hop, il faut juste que je stoppe l'autre. Voilà. Je vous pose la question là, si vous voulez écrire là, les obstacles qui, pour vous, dans votre réalité, constituent quand même une certaine difficulté pour mettre en place ce qu'on est en train de décrire, hein, les solutions d'apprentissage mixte. Donc, allez-y, là, vous pouvez écrire là, ce que vous voulez. Toi, est-ce que tu en as vu, tu as des obstacles particuliers, là, Jean-François, dans ton cas, là? Tu sais, des fois, on fait la conception et puis finalement, on se rend compte qu'il y a quelques obstacles. Hein. Pour ma réalité, je dirais le principal obstacle, ça va l'être pour certains d'entre vous, sûrement, c'est le temps. Quand tu arrives puis tu dis j'ai un projet de formation qui s'échelonne sur 3 semaines, les gestionnaires te regardent un peu avec un point d'interrogation en disant OK, 3 semaines, c'est pas 3 semaines consécutives, c'est pas un 120 heures de formation, donc c'est un 5 heures, c'est un 8 heures que l'employé échelonne dans le temps. Donc, ça, c'est de faire comprendre ça, que l'employé va gérer son horaire à travers ses tâches qu'il a à faire au quotidien, puis c'est à lui sa responsabilité comme telle. Mais le temps restera toujours un ennemi, je dirais, du développement de compétences, de la formation, où on aimerait avoir tout le temps qu'il faut, mais malheureusement, on a des contraintes de temps. Oui, c'est ça. Il y a Philippe qui pose une question là, dans une optique où le contenu d'apprentissage s'y prête bien. Pourriez-vous suggérer des outils permettant d'intégrer une expérience de gamification
dans une formation mixte? Oui, ben écoutez, moi, il y en a deux que j'aime beaucoup et que je me sers beaucoup. Miro est très efficace en termes de formation, surtout dans les formations, tu veux faire collaborer les gens, participer les gens plus. Euh, et nous, on le jumelle avec Zoom, c'est que tu peux faire des breakout rooms par la suite. Kahoot est un autre outil qu'on utilise que j'aime bien pour nos plus compétitifs. Là, donc, toujours avoir des petits points, des petites questions et tout ça. Kahoot, c'est un outil qui se fait bien là, en milieu de formation ou à la fin d'une activité de formation là, qui vient un peu dynamiser ça. Laurent, je sais que tu l'utilises de ton côté. Ouais, Là, nous, donc, on l'utilise systématiquement et puis ça fait toujours un effet wow. Là. Tu sais, nous, on se doit d'évaluer l'acquisition des connaissances et compétences et ça fait cette job-là, mais en plus de ça, ça crée une belle expérience apprenant là, pour les formations. exactement. Puis sinon, ben écoute, même si les gens se connaissent, tu sais, avoir une activité icebreaker au début, là, brise-glace là, d'une dizaine de minutes, tu les fais jouer à un jeu euh, donc, je pense que ça vient dynamiser les échanges, ça vient détendre l'atmosphère au début. Là, donc, ça aussi, c'est des bonnes pratiques à avoir plutôt que de commencer tout de suite. Ben, voici nos objectifs de formation, on commence et tout ça. Là, donc, que les gens se connaissent ou non. Ouais. Alors, il y a eu des réponses à la question là, au niveau des obstacles. Il y a Maud qui dit bah, manque de formation en pédagogie des formateurs. Ça, c'est quelque chose effectivement hein, qu'on retrouve parce que je pense qu'il y a une autre tendance, puis tu l'as mentionné là, c'est que ça demande de la facilitation, ça demande des compétences de facilitation pour, encore une fois, là, pour l'expérience apprenant, mais aussi pour le transfert là-dessus. Il y a Valérie qui parle que des fois, ce qui est compliqué, c'est la grosseur de l'organisation, 20 000 employés avec des réalités différentes. Et j'aurais tendance à dire que cet obstacle-là crée l'opportunité, justement, hein, devient une opportunité d'aller vers l'apprentissage mixte, justement, là, parce qu'il y a des différentes réalités. Le temps, ben, effectivement, là, comme tu le dis, Jean-François, là, c'est un obstacle majeur. Et puis, Sophie qui dit, bah, des fois, la dextérité numérique, l'engagement des participants, le roulement de personnel qui, des fois, effectivement, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'on fait un programme ou pas? Parce que, tu sais, moi, c'est sûr que les programmes, j'ai tendance à le faire sur des périodes un peu plus courtes maintenant. Avant, des fois, on était sur des périodes longues, hein, 1 an, en tout cas 6 mois et plus. Des fois, ben, on se dit, OK, on va faire le programme, mais dans un format un peu plus court en termes de période de temps dans laquelle va s'échelonner le programme. Il y a Julia qui parle des fois d'avoir la participation active. Puis là, je reviens sur les compétences de facilitation, et puis toutes les activités pédagogiques là-dessus. Hein. Effectivement, puis j'ai la chance d'œuvrer dans une organisation où la culture apprenante, où la culture de la formation est très présente, est très prépondérante. C'est pour ça que moi, je fais ça à temps complet et des fois, je travaille avec des experts dans des champs d'activité. Euh, Si eux y animent, moi, je suis là pour faciliter et vice-versa. Donc, c'est une culture qui se crée, ça prend du temps malheureusement, mais oui. Et la formation, le développement de compétences, pardon, de plus en plus, on le voit, devient un champ spécifique des RH, comme les relations de travail, comme le rôle conseil et tout ça. Puis je pense qu'il ne faut pas minimiser ce rôle-là. C'est important d'avoir des ambassadeurs ou des gens qui sont taxés sur ça, qui sont à l'aise à le faire. Puis ça pas nécessairement besoin d'être une personne embauchée, mais tu vas chercher des alliés en production ou sur le plancher qui aiment faire ça, puis qui sont bas là-dedans, puis que tu as juste à encadrer avec le contenu, puis avec la livraison de ça. Puis c'est faisable aussi là, pour les gens qui sont dans des plus petites organisations où il y a moins où il y a moins de moyens aussi. Là, donc, Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais c'est sûr aussi que des fois, ben, si vous avez des experts matière, puis que vous avez besoin de les former, ben, n'hésitez pas à les former aussi là, d'avoir des formations de formateurs, etc. C'est sûr que c'est essentiel. Hein. Il y a le contenu pédagogique, il y a même les activités, mais même là, dans bien des cas, quand on est sur du synchrone en tout cas, même sur l'asynchrone, parce que nous,
y a beaucoup de conceptions qui se font là, qui doit être sur mesure. Donc, c'est important de s'assurer de ne pas juste avoir les belles solutions, mais de pouvoir avoir des personnes qui peuvent les porter, ces solutions-là. Là. Et puis, écoute, juste rapidement, j'abonde dans ton sens. Puis pour moi aussi, l'approche mixte, c'est d'avoir des activités internes, mais d'aller chercher aussi des collaborateurs externes pour amener une autre dynamique, une autre saveur à ton programme de formation. Puis ça, je trouve aussi que c'est important de le faire, donc de s'associer avec des gens qui viennent renforcer, qui viennent amener une autre dynamique. Parce que souvent, quand on est, nous, dans notre organisation, on est un peu teinté, puis on a un peu soit des lunettes roses ou des lunettes noires, tout dépendant. Donc, pour moi, dans l'approche mixte, c'est d'aller chercher des alliés, puis de les amener là-dedans pour amener une autre dynamique, puis une autre texture à ton design, à ton activité de formation. Ah, et puis ça va aider à l'expérience d'apprenant aussi là-dessus. Alors, je tiens à te remercier, Jean-François.